Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fin du chapitre « Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale ?» Pour le bac, tu dois savoir répondre à la question « Une société mobile est-elle forcément une société fluide ?» Pour répondre à cette question, commençons par définir ce qu'est une société mobile, puis ce qu'est une société fluide. Une société mobile, c'est tout simplement une société dans laquelle la mobilité sociale qui est observée dans les tables de mobilité est élevée. En 2015, la mobilité sociale observée était de 65% en France, ça veut dire que 65% des Français n'appartenaient pas à la même PCS que leur père. Si par exemple en 2030 la mobilité sociale observée atteint 70%, alors on pourra conclure que la société en 2030 est plus mobile qu'en 2015. Les sociétés démocratiques reposent sur le principe de la méritocratie. C'est pas l'origine sociale d'un individu, c'est-à-dire la position sociale de ses parents, qui doit déterminer sa position sociale une fois adulte. C'est en théorie uniquement son talent et ses efforts. Les sociologues estiment donc qu'une société démocratique doit être une société fluide. Soyons concrets. La société est fluide si l'origine sociale des individus n'a pas d'impact sur leur position sociale une fois adulte. Si l'origine sociale des individus n'a pas d'impact sur leur destinée. Par exemple, la société est fluide si des enfants d'ouvriers et de cadres ont grosso modo les mêmes chances de devenir cadres une fois adultes, puisque ça montrerait bien que l'origine sociale d'un individu n'augmente pas ou ne diminue pas ses chances de devenir cadre. A l'inverse, la société n'est pas fluide si les enfants de cadres ont une forte chance de devenir à leur tour cadre une fois adultes, alors que les enfants d'ouvriers ont une très faible chance, eux, de devenir cadre une fois adultes. Dans une telle situation, on peut conclure que l'origine sociale des individus influence fortement la position sociale qu'ils atteignent une fois adultes. La société n'est donc pas fluide. Pour mesurer la fluidité sociale, les sociologues ont créé un indicateur. Cet indicateur, on l'appelle le rapport de chance relative, ou odd ratio en anglais. Plus le score du rapport de chance relative est élevé, plus cela signifie que l'origine sociale influence fortement la position sociale que les individus atteignent. Donc plus le score du rapport de chance relative est élevé et plus la fluidité sociale est faible dans le pays. Et inversement, si le rapport de chance relative est faible, cela signifie que l'origine sociale des individus n'a que peu d'effet sur leur position sociale. Donc plus le score du rapport de chance relative est faible et plus la fluidité sociale est forte dans le pays. Ainsi, si le rapport de chance relative en France est de 110 en 1985 et qu'il diminue à 40 en 1993, alors ça signifie tout simplement que la fluidité sociale a progressé. Intuitivement, on a envie de se dire que plus la mobilité sociale qu'on observe dans un pays augmente, plus la fluidité sociale devrait progresser. Dit autrement, on est tenté de penser qu'une société plus mobile est une société plus fluide. Pourtant, si on regarde les statistiques, c'est pas toujours le cas. Prenons un exemple. Le document sur la gauche de l'écran te le prouve. Intéressons-nous aux années 1977 et 1985. La mobilité sociale observée était de 57% en 1977 et elle a augmenté à 62% en 1985. La société était donc plus mobile en 1985 qu'en 1977. Si on regarde maintenant l'indicateur de la fluidité sociale, le rapport de chance relative, on voit qu'il a augmenté de 91,7 à 110,8 entre 1977 et 1985. La fluidité sociale a donc régressé sur cette période, car comme tu le sais, plus le chiffre de l'indicateur est élevé, moins la société est fluide. Conclusion, la société est plus mobile en 1985 qu'en 1977, mais elle est aussi moins fluide. Les sociologues savent très bien pourquoi une société plus mobile n'est pas forcément plus fluide. Il y a une explication. L'explication vient du fait qu'il y a une part de la mobilité sociale qu'on observe dans une société qui n'a absolument rien à voir avec la fluidité sociale. Cette part, c'est la mobilité structurelle. Pour le bac, tu dois savoir ce qu'est la mobilité structurelle. La mobilité structurelle, c'est la part de la mobilité sociale qu'on observe dans un pays qui s'explique uniquement par l'évolution de la structure des emplois entre la génération des parents et celle des enfants qui sont enquêtés. En effet, d'une génération à une autre, la société change. Et dans le même temps, la proportion de chacune des PCS change.
Les emplois auxquels les fils peuvent prétendre ne sont donc pas exactement les mêmes que pour leur père. Certains secteurs d'activité sont développés, d'autres ont décliné dans la société. Donc certains emplois sont apparus, d'autres ont disparu. Et ces changements dans la structure des emplois, ils créent automatiquement, ils créent mécaniquement de la mobilité sociale. Si les emplois des pères ont disparu, leurs enfants ne peuvent logiquement pas occuper le même emploi et connaissent donc une situation de mobilité sociale. Rendons ça plus concret avec un exemple. Comme tu le sais, depuis les années 1950, la part des emplois agricoles a beaucoup diminué. Les tables de mobilité de 2015 montrent qu'il y avait 700 000 emplois d'agriculteurs à pourvoir à l'époque des pères des enquêtés, alors qu'à l'époque des fils, il n'y en a plus que 200 000. Ainsi, 500 000 fils d'agriculteurs ont été contraints de trouver un emploi différent de celui de leur père. Ils ont donc connu une mobilité sociale, mécaniquement, ce qui a accru la statistique de la mobilité sociale observée. Finalement, la mobilité structurelle, c'est tout simplement la mobilité minimale imposée par l'évolution de la structure des emplois entre deux générations. Dans cette partie, on va se demander pourquoi y a-t-il de la mobilité sociale. Pour le bac, tu dois connaître 3 facteurs qui font que les gens connaissent des situations de mobilité sociale. Le premier facteur qui alimente la mobilité sociale observée dans un pays, c'est l'évolution de la structure socio-professionnelle. L'évolution de la structure socio-professionnelle entraîne de la mobilité sociale, et plus précisément la part de la mobilité sociale qu'on a appelée la mobilité sociale structurelle. Rien de nouveau sous le soleil, on vient de le voir. S'il y a 700 000 emplois d'agriculteurs dans la société à l'époque des parents, et seulement 200 000 emplois d'agriculteurs à l'époque des fils, mécaniquement, il y a 500 000 fils d'agriculteurs qui doivent trouver un autre emploi et qui connaissent donc une situation de mobilité sociale. Bref, et depuis les années 1950, plusieurs transformations majeures de nos économies ont modifié la structure des emplois de manière significative. C'est facile, tu les as déjà vus dans le chapitre sur la structure sociale. Déjà, il y a la tertiarisation, depuis 1950, qui a modifié la structure des emplois en diminuant le nombre d'emplois d'ouvriers. Ensuite, il y a la salarisation, depuis les années 50 et surtout 1970. La salarisation a modifié la structure des emplois en diminuant le nombre d'emplois non salariés, c'est-à-dire en diminuant les emplois de la PCS des ACCE et de la PCS des agriculteurs. Et à l'inverse, la salarisation a beaucoup augmenté le nombre d'emplois appartenant au PCS salarié. Et enfin, troisième transformation majeure depuis 1950, la féminisation des emplois. La féminisation des emplois a complètement bouleversé la structure socio-professionnelle des femmes dans son intégralité. Donc ces 3 évolutions ont fortement contribué à la mobilité sociale structurelle, et donc plus généralement à la mobilité sociale qu'on a observée en France dans les tables de mobilité depuis 1977. La formation d'un individu est également un facteur qui peut expliquer sa mobilité sociale. En effet, le niveau de diplôme détermine fortement la position sociale des individus. Plus le niveau d'études d'un individu est élevé, plus sa position dans la structure socio-professionnelle tend à être élevée, et inversement. Donc un individu plus diplômé que ses parents a toutes les chances de connaître une mobilité sociale ascendante, et inversement, un individu moins diplômé que ses parents risque de subir un déclassement. La configuration familiale dans laquelle grandit un individu peut également expliquer que cet individu connaisse une mobilité sociale. La configuration familiale, c'est tout simplement la composition du ménage, le nombre de parents et le nombre d'enfants. La composition familiale détermine fortement les conditions de vie du ménage et donc les chances de réussite scolaire des enfants, et donc sa future position sociale. Un enfant qui vit tout seul avec ses 2 parents, il a par exemple beaucoup plus de chances d'avoir accès à une chambre individuelle dans laquelle il peut travailler au calme. Il est aussi plus probable que ses parents aient les moyens financiers de lui payer un professeur particulier, ou encore que ses parents prennent le temps de l'aider à faire ses devoirs, ce qui augmenterait ses chances d'obtenir un diplôme de niveau élevé, et donc par conséquent ses chances de devenir cadre ou profession intermédiaire une fois adulte. A l'inverse, un enfant qui aurait 5 frères et sœurs est beaucoup moins susceptible de bénéficier de ce genre d'avantages. Il a donc de moins grandes chances de réussir sur le plan scolaire et d'avoir un niveau de diplôme élevé, ce qui, comme on l'a vu, joue un grand rôle dans la position sociale qu'atteindra l'enfant une fois adulte. Ainsi, les statistiques montrent que les enfants issus de familles nombreuses, de grandes fratries, connaissent moins souvent une mobilité sociale ascendante. C'est aussi le cas des enfants des familles monoparentales qui n'ont qu'un seul parent pour s'occuper d'eux à la maison, suite à un divorce par exemple. Bref, la configuration familiale explique donc bien la mobilité sociale de certains individus.
Au-delà de la simple configuration familiale, les ressources familiales peuvent également expliquer la mobilité sociale des individus. Les ressources familiales, ce sont tous les éléments spécifiques à une famille et qui peuvent être utiles aux membres de cette famille. Par exemple, pour un adolescent, le fait d'avoir un grand frère très fort en mathématiques et qui accepte régulièrement de l'aider à faire ses devoirs, c'est une ressource. Et cette ressource augmente ses chances de réussite scolaire, et donc de mobilité sociale ascendante. Un autre exemple pour la route, pour un jeune adulte, avoir un oncle très influent, qui a ce qu'on appelle un grand réseau de connaissances, c'est également une ressource. Cela peut s'avérer en effet très utile au moment de chercher un stage en entreprise ou pour trouver un premier emploi. Ceci augmente ses chances de mobilité sociale ascendante. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment pour avoir suivi jusqu'au bout. Je te rappelle que j'ai mis une fiche de révision en description et je te dis à bientôt. Au revoir.